Les anglo-saxons parlent de plus en plus, par opposition au forecasting, la prévision, ils parlent du nowcasting. Et que un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est pas tant d'essayer de savoir ce qui se passera demain, mais plutôt d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui fait le plus mal généralement aux investisseurs, ce sont les certitudes qu'ils avaient et qui se sont révélées fausses. Je dis, j'ai 5% de chance d'avoir tort. Je vais pas avoir exactement la même attitude si on me dit que dans les 5% où j'ai tort, je meurs, ou dans les 5% où j'ai tort, j'attrape un rhume. Et un risque qui ne se matérialise plus, parce qu'on l'oublie, on ne lui accorde plus le même prix. Les marchés financiers, mais le marché non coté en particulier, sont à la peine en ce moment. Après les CPI, c'est autour du private equity et du private credit d'être sous le feu des projecteurs, avec des investisseurs sur des fonds spécialisés en private equity ou private credit qui veulent sortir mais qui ne peuvent pas. En fait, les sociétés de gestion ont un mécanisme qui permet d'éviter justement aux investisseurs de sortir. Donc les valorisations sont en train de chuter. Un peu de panique de ce point de vue-là. Notre invité du jour, Mathieu Vessier, l'avait prédit quand il est venu sur le podcast en novembre 2023. Il avait parlé des problèmes de liquidité, ce que ça pouvait occasionner. Alors aujourd'hui, on est dans un monde qui est encore plus incertain, puisque en plus de ces tensions qu'on peut voir sur le non-coté, on a aussi une situation plus compliquée, inflationniste avec la guerre en Iran notamment, et on a moins de marge de manœuvre. Alors comment investir en tant qu'investisseur aujourd'hui dans un monde incertain? C'est le thème de notre conversation aujourd'hui avec Mathieu donc Vessier, qui a 25 ans d'expérience dans les marchés financiers, qui est directeur associé de Ginger, une société de gestion indépendante à Paris, et qui avait été là notamment pour l'explosion des bulles Internet et des fusions-acquisitions dans les débuts des années 2000. Donc il a cette expérience aussi avec lui. Au cours de la conversation aujourd'hui, on va parler des problèmes justement du private equity et du private credit. Quels sont-ils et pourquoi ils ont un symptôme commun finalement? Comment identifier les signes avant-coureurs d'une crise, et est-ce qu'on est dans la même configuration qu'on était en 2008, la dernière crise majeure en date? Quelles sont les 3 dimensions du risque qu'il faut avoir absolument en tête avant d'investir? Quel est le changement de comportement en tant qu'investisseur qu'il faut opérer pour devenir un investisseur plus avisé mais surtout plus résilient face aux vents contraires qui vont arriver probablement, on sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Une conversation que j'ai trouvée dense, lucide aussi, avec sans langue de bois un opérateur du marché et indépendant. Je pense que tu vas apprécier et ça te donnera en tout cas à réfléchir, et ça s'encadre bien avec les conversations qu'on a eues récemment avec Philippe Maupas, mais aussi avec Franck Béon sur d'autres conversations de Mission Alpha. Tu peux les réécouter, ça va vraiment en ligne avec ça, et je pense que tu as beaucoup à apprendre. Si tu apprécies ce podcast et tu veux me donner un peu de force pour le faire développer, le faire découvrir, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou si tu l'écoutes sur YouTube, laissez un message aussi sous la vidéo, ça fait plaisir, ça fait aussi plaisir à l'algorithme, ça nous permet de nous développer. Je te laisse en compagnie de Mathieu et moi-même pour une conversation sans filtre sur les marchés financiers. Bonne écoute. Salut Mathieu, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci de revenir nous voir dans des moments un peu chahutés sur les marchés en ce moment. Tu étais venu en novembre 2023 la dernière fois qu'on a eu notre conversation. Peut-être pour replacer un peu qui tu es, pour les gens qui peut-être n'ont pas écouté sur la première édition, recadrer un peu qui tu es. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc je m'appelle Mathieu Vessier, moi ça fait un petit peu plus de 25 ans que je travaille dans l'industrie financière. J'ai commencé au moment de la bulle Internet dans le secteur des fusions-acquisitions. Et ensuite, je suis parti du côté de la gestion d'actifs, ce qu'on appelle la gestion alternative, les hedge funds. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années, essentiellement avec des clients institutionnels, donc des fonds souverains, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des banques, un petit peu partout dans le monde. Et ça fait une dizaine d'années que je suis toujours dans la gestion d'actifs, mais ce coup-ci plutôt dans ce qu'on appelle la gestion traditionnelle, c'est-à-dire typiquement les fonds que peuvent trouver dans leur assurance vie, dans leur PER ou autres les personnes qui nous écoutent. Et aujourd'hui, je suis directeur associé de Ginger, qui est une société de gestion indépendante. Il en reste encore un certain nombre à Paris, où on gère une seule et unique stratégie, ce qui est assez unique dans le marché, qui se déploie dans deux fonds. Un fonds qui est Ginger Active 360, qui est un fonds de gestion diversifiée flexible, fonds patrimonial auquel typiquement nos auditeurs ont probablement l'habitude dans lesquels ils ont probablement l'habitude d'investir. Et puis un deuxième fonds qui est plus la PEA, qui s'appelle Ginger Detox European Equity, qui est un fonds pure action. Donc ça c'est Ginger, une stratégie, deux fonds, et moi je suis en charge des activités de recherche. Et donc il y a deux facettes, deux dimensions
dans ce que je fais aujourd'hui, il y a une première dimension qui est assez classique, qui est ce qu'on pourrait appeler du savoir-faire. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, les marchés dans lesquels on opère pour pouvoir mieux investir. Et la deuxième partie qui est plutôt sur du faire savoir et qui est là pour le coup une dimension qui est de plus en plus importante pour les sociétés de gestion. Donc ça consiste à faire de l'éducation en amont, à faire de l'accompagnement en aval avec nos investisseurs, avec nos prospects, avec nos partenaires pour que ils puissent investir au mieux et que l'expérience de l'investissement se passe le mieux possible pour eux, quoi. Toi, dans la recherche, tu animes, tu es chargé de donner une orientation sur la sélection des actifs et la gestion des actifs pour le compte des investisseurs, des institutionnels qui eux collectent en fait l'argent via les PEA, enfin des investisseurs. T'as pas en client des investisseurs particuliers, par exemple? Non. Ça, c'est d'ailleurs un des grands sujets dont je pense on parlera dans la présentation. Je pense que on est dans un monde qui est de plus en plus intermédiaire et donc en réalité il y a de plus en plus effectivement d'intermédiaires entre l'investisseur final et celui qui va gérer le fonds dans lequel ils vont investir. Donc nous effectivement c'est de la gestion pour compte de tiers intermédiaire au travers de distributeurs donc typiquement des compagnies d'assurance ou des conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, on n'a pas d'investisseurs qui viennent directement nous voir pour qu'on gère des fonds. En revanche, ils viennent nous voir pour qu'on puisse les accompagner dans leur investissement au travers de ce qu'ils vont faire dans leur PEA ou dans leur assurance vie, parce que on vend des briques qui peuvent être investies dans ce type d'enveloppe, quoi. Pour généraliser, vous vendez vous vendez le produit de la performance, quoi. Vous dites au fond, voilà, notre thèse d'investissement, notre produit, et c'est ensuite ça qui va être le moteur pour la performance via les fonds pour les investisseurs. C'est une des grandes questions du moment sur ce qu'est le rôle des gérants d'actifs. Alors nous, on est effectivement un gérant d'actifs actif par opposition à ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion passive. Je fais la précision parce que je pense qu'effectivement un des piliers c'est potentiellement la contribution que peut avoir le gérant à la performance, mais je pense que c'est simplement une toute petite partie du rôle que doivent aujourd'hui jouer les gérants d'actifs. À mon avis, ils ont quand même deux rôles qui sont absolument majeurs et qu'on sous-estime, notamment quand il y a ce débat sur gestion active versus gestion passive. Il y a deux rôles qui sont absolument majeurs. Il y en a un premier au niveau du marché pris dans son ensemble, sur ce qu'on pourrait qualifier ou appeler l'intégrité du marché. Donc, ils jouent un rôle absolument majeur, ou ils sont censés jouer un rôle majeur. Malheureusement, il y en a de moins en moins qui le font, mais dans le processus de découverte des prix, parce que c'est au travers de ces recherches qu'on va pouvoir réaliser, des achats qu'on va pouvoir réaliser dans nos fonds, qu'on va faire évoluer les prix sur le marché. Et ce sont ces prix qui vont permettre ensuite une allocation, on l'espère optimale, des capitaux pour qu'ils soient redirigés vers les bonnes industries, les bonnes entreprises. Et donc ça, c'est un rôle qui est absolument essentiel aujourd'hui, parce que l'efficience des marchés repose en partie sur l'efficacité du processus de découverte des prix, et les gérants actifs jouent un rôle absolument essentiel dans ce cadre-là. Et il y a une deuxième partie, et je pense que c'est le cœur de l'épisode du jour, c'est l'accompagnement des investisseurs. Je fais souvent référence à ces études, mais il y a tout un tas d'études réalisées par Morningstar, aux États-Unis, des sociétés comme Dalbar, qui vont évaluer la performance que les investisseurs vont avoir tendance à détruire en laissant libre cours à ce qu'on pourrait appeler leurs esprits animaux, à leurs différents biais cognitifs et comportementaux qui vont in fine détruire de la performance. Et ça, on peut y remédier, au moins en partie, au travers d'un accompagnement, je le disais, en amont avec de l'éducation, et en aval avec un accompagnement, notamment dans les périodes comme aujourd'hui, où il y a un certain nombre de questions qui se posent, quoi. Donc c'est pour ça que j'insiste, c'est pas uniquement de la perf, parce que si on était uniquement sur de la perf, on rentrerait effectivement dans le débat qu'on a aujourd'hui entre gestion active et gestion passive, qui à mon avis est un peu stérile, et qui surtout passe à côté d'une des contributions majeures des gérants d'actifs. Je voulais du coup revenir un peu sur
ton analyse, enfin voir un peu ton analyse du marché du moment et par rapport aussi à ce que tu nous expliquais il y a plus de 2 ans sur notamment le non coté. On voit que là il y a des gros soubresauts. On a eu des problèmes, enfin au niveau des CPI il y a déjà plus d'1 an. Maintenant c'est plutôt les private equity qui est en ligne de mire et de la dette aussi privée. Comment tu vois les événements en ce moment se dévoiler? Comment tu peux nous expliquer un peu pour les gens qui voit pas en fait, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi ton analyse? Bien sûr. Je pense que dans ce type d'environnement, ce qui est important, c'est de regarder plus loin que le bout de son nez, si je puis dire, et de ne pas se contenter d'analyser les choses, de prendre une photo à l'instant T, mais d'essayer de comprendre comment on en est arrivé aujourd'hui et de quoi finalement ce que tu mentionnes, c'est-à-dire les problématiques qu'il y a eu il y a quelque temps sur les SCPI et qu'on continue aujourd'hui à connaître, ce qu'on voit également effectivement depuis quelque temps sur le private equity, plus récemment sur le private credit, sont autant de symptômes d'un mal commun, si je puis dire. Et pour pouvoir traiter ce mal, ou en tout cas pour que les investisseurs à leur niveau puissent adopter le bon comportement, il est important non pas uniquement de regarder ce qui se passe aujourd'hui, mais vraiment de voir comment on y est arrivé. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est, on a tendance à dire, comme tu sais, que l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et là, on est en plein dans ce cas de figure. Et c'est pour ça que ce qu'on évoquait il y a 2 ans, finalement, on est simplement dans la continuité, dans la matérialisation de ce que j'évoquais il y a 2 ans, qui n'était pas du tout une prédiction, mais vraiment une observation de ce qui était en train de se passer à l'instant T. Les anglo-saxons parlent de plus en plus, par opposition au forecasting, la prévision, ils parlent du nowcasting. Et que un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est pas tant d'essayer de savoir ce qui se passera demain, mais plutôt d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce qui se passera demain sur les marchés, c'est la résultante de l'évolution de la structure du marché aujourd'hui. Ça, c'est un peu l'idée. Et je pense que dans ces cas-là, c'est toujours bon de prendre un peu de recul et de revenir sur des choses essentielles. La première, c'est une évidence, mais comme souvent, ça va mieux en le disant, et c'est quand on l'oublie qu'on entrouvre la porte à tous les excès. De façon générale, la finance, elle est censée être au service de l'économie, qui elle-même est censée être au service de la société, des hommes, on va dire. Donc ça paraît trivial, j'enfonce une porte ouverte, sauf que c'est généralement quand on inverse cette relation qu'on commence à voir poindre un certain nombre de soucis. C'est quand la finance se met petit à petit au service de l'économie, ou plutôt c'est plutôt l'homme qui se met au service de l'économie, qui elle-même se met au service de la finance, qu'on commence effectivement à avoir un certain nombre de dérives. Et ce type d'inversion des normes, si je puis dire, il est favorisé par les évolutions qu'on a pu observer depuis un certain nombre d'années dans l'industrie financière. On avait déjà un peu évoqué le sujet la dernière fois. Il faut garder à l'esprit qu'on est dans une tendance structurelle d'industrialisation du secteur. Et qui dit industrialisation dit, comme je l'évoquais tout à l'heure, standardisation des process pour permettre une certaine massification. Et c'est quand on standardise qu'on perd de la diversité, qu'on fragilise d'une certaine système. Et c'est quand on massifie, qu'on augmente les quantités qui sont échangées au travers du système et qu'on voit apparaître un certain nombre de conséquences, d'effets collatéraux qu'on ne voyait pas apparaître quand c'était trop petit. D'accord ? Et dans ce phénomène d'industrialisation, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, une hyper-intermédiation qui fait qu'on va avoir une chaîne qui s'étend de plus en plus avec une multitude d'intermédiaires qui, chacun à leur niveau, finalement, vont chercher à optimiser plus que l'intérêt de l'investisseur final, vont chercher à optimiser leur relation d'agence avec leurs différents partenaires. Et c'est ce type d'intermédiation, typiquement, qui va petit à petit distendre les liens entre, on l'évoquait, entre le gérant et l'investisseur qui investit dans son fonds, entre l'investisseur et le porteur de projet. Et c'est là où typiquement on arrive à oublier, par exemple, quand on achète un ETF, on finit par oublier que derrière l'ETF, en réalité, il y a des entreprises et que quand on investit dans un ETF, on investit dans une multitude d'entreprises et ça veut dire qu'on investit dans une multitude de business, quoi. C'est très concret. Et c'est quand on perd ce type de lien qu'on commence à perdre un petit peu le contact avec la réalité. Et c'est cette
perte de contact avec la réalité qui laisse tout un tas de mots, si je puis dire, germer petit à petit jusqu'au moment où on va en voir les conséquences. Mais ça met généralement un petit peu de temps, quoi. Quand je parle de finance qui est au service de l'économie, pour montrer ce que ça veut dire une inversion de la norme, une inversion du sens de relation entre les deux, une finance qui est au service de l'économie, c'est un porteur de projet qui a besoin pour mener à bien son projet de financement et qui va pour pouvoir financer son projet soit émettre de l'action, des actions, donc des titres de propriété, soit émettre au contraire des obligations, donc des titres de créance, pour pouvoir financer le projet. Ça, c'est le sens logique, l'ordre des choses, si je peux dire. Si on inverse le système, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça n'est plus un porteur de projet qui arrive d'une certaine manière avec une idée qui veut financer, c'est des afflux de capitaux. Et alors là, typiquement, avec le private equity, c'était un très bon exemple, des afflux de capitaux qui étaient tellement importants sur la base, encore une fois, et je suis pas en train de dire que le private equity est pas intéressant, mais une bonne idée qui est poussée à son extrême, ça peut avoir tendance à arriver à l'effet contraire. Et donc, une super idée qui est de dire, bah tiens, je vais permettre à des investisseurs qui n'arrivent pas typiquement à aller sur les marchés financiers, je vais leur permettre de se financer autrement. Par des titres non cotés, on arrive à un moment, à une situation dans laquelle on a tellement d'argent qui a été collecté dans beaucoup de fonds que la difficulté, c'est de déployer ce cash. Et donc, c'est plus tant le porteur de projet parmi une multitude de porteurs de projet qui, parce que son projet est meilleur, va réussir à capter les capitaux. Ça va être une multitude de fonds qui ont beaucoup d'argent à déployer et qui, pour le déployer, vont aller chercher un maximum de porteurs de projets pour pouvoir déployer le cash qu'ils ont et pour pouvoir, in fine, percevoir les fees qui sont censés percevoir au niveau de leurs fonds. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus du tout dans la même logique, puisque on va plus avoir la même sélection de qualité de projets. Et on a en quelque sorte, on a un stock de cash qui devient plus important que le stock de bonnes idées. Et donc, ça veut dire qu'on va financer des bonnes idées, mais on va aussi financer un peu tout et n'importe quoi. Et tant que l'orchestre joue, tant que la musique en fond ambiance un peu la salle, et ben à ce moment-là, tout le monde est content, puisqu'en réalité, et surtout dans le cadre du private equity, on était vraiment dans une logique où on pouvait aller acheter des titres sur des niveaux de valorisation qui étaient importants, parce qu'on savait déjà que le millésime suivant attendait déjà pour être déployé et qu'on pouvait payer X fois les bénéfices, enfin pas les bénéfices qu'il n'y en avait pas, donc X fois le début de commencement d'un chiffre d'affaires, parce qu'on savait qu'on allait pouvoir le payer X fois plus 2, plus 3, plus 5, plus 6 dans le millésime suivant. Et donc on était un peu dans une forme de fuite en avant. Les mauvaises langues parleraient de chaîne de Ponzi, mais c'est un peu la même logique. C'est-à-dire que on price le produit aujourd'hui en fonction de ce qu'on pense qu'on va pouvoir, enfin pas ce qu'on pense, qu'on sait qu'on va pouvoir l'acheter demain parce que les capitaux sont déjà en train d'attendre pour être déployés. Et ça, c'est le type de mécanique qui réjouit tout le monde dans un premier temps, parce qu'en réalité, c'est autoréalisateur. C'est-à-dire que si j'ai des titres que j'achète cher mais que je les rachète derrière, ils seront encore plus chers demain. Et toutes les personnes qui vont avoir acheté à ce moment-là seront contentes d'avoir acheté et seront encore plus contentes de pouvoir acheter demain encore plus cher. Et ça, c'est une mécanique, qui s'installe dans à peu près toutes les grandes crises qu'on a pu connaître. C'est vraiment une mécanique qui est extraordinairement courante. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui, et on en vient typiquement aux problématiques qu'on a notamment sur le private credit, c'est-à-dire que dans un marché, on dit généralement de façon un peu ironique qu'il y a trois types d'acteurs. Les premiers acteurs sont les acteurs qui savent qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il y a de l'incertitude dans le monde et qu'il faut prendre en compte cette incertitude quand on va prendre ses décisions. Donc on se prend dans ces cas-là toujours une marge de manœuvre. C'est ça qui va permettre au système d'être résilient parce qu'on a une marge de manœuvre. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont les gens qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Et là, il y a plus de danger parce que en réalité, on a souvent tendance à penser que le plus dangereux pour un investisseur, c'est ce qu'il n'avait pas prévu.
en réalité, le plus dangereux pour un investisseur, c'est pas tant ce qu'il n'avait pas prévu, parce que ce qu'il n'avait pas prévu, si jamais il a la marge de sécurité qu'on mentionnait avant, parce qu'il a intégré l'incertitude, il peut la supporter, cette part d'imprévu. En revanche, ce qui fait le plus mal généralement aux investisseurs, ce sont les certitudes qu'ils avaient et qui se sont révélées fausses. Donc le fait de ne pas savoir qu'on ne sait pas fait qu'on ne met pas en place les garde-fous nécessaires pour pouvoir passer à travers les crises qui, avec certitude, arriveront à un moment ou à un autre. La question, c'est pas de savoir s'il y aura une crise. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle arrivera, et quand elle arrivera, est-ce que j'ai mis en place ce qu'il faut pour pouvoir la traverser plus ou moins bien. Et c'est ça l'enjeu. Donc il y a ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui ne savent pas qui ne savent pas, et il y a une troisième catégorie qui sont ceux qui savent qu'ils ne savent pas, mais dont les intérêts personnels les incitent à faire comme s'ils ne savaient pas qu'ils ne savaient pas. Et tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le marché est très clairement dominé par les deux dernières catégories. Ceux qui ne savent pas, et ceux qui savent qu'ils ne savent pas, mais qui poussent à la roue parce que c'est dans leur intérêt. Là, tu parles de ceux qui sont acteurs du marché, finalement, pas seulement le retail. Là. Ouais. Absolument. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir un retail, des investisseurs retail qui ont tout un tas d'intérêts à, parce qu'ils entendent l'orchestre jouer, à aller sur la piste et à danser. Et puis il y a un certain nombre de personnes qui ont tout intérêt à, parce qu'ils voient des gens danser, trouver un certain nombre de solutions pour faire en sorte que la situation leur bénéficie au maximum. Quitte à mettre dans une situation potentiellement embarrassante demain des investisseurs. Et c'était typiquement une partie. Si on est un peu, si je suis un peu cynique, parce que je ne suis pas toujours, mais si je suis un peu cynique et que j'intègre le fait que en finance, encore une fois, on est dans un monde hyper intermédiaire avec aux différents maillons des investisseurs qui vont à la fois gérer leurs relations d'agence et surtout intégrer leurs risques de carrière personnelle. Quand le monde devient incertain et que je ne sais pas, par exemple, de quoi demain sera fait, et que si j'investis dans des actions qui vont beaucoup bouger, potentiellement à titre individuel, je vais avoir demain à répondre auprès de mes supérieurs, auprès du comité risque, auprès du conseil de surveillance, qui sais-je. Je vais avoir à répondre de la décision que j'ai prise. Il va falloir que j'explique dans un monde incertain que je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. C'est compliqué. Et donc une façon d'échapper à cette responsabilité, c'est d'une certaine manière de dire, écoutez, moi, quand je vais dans les actions, en réalité, ce que j'essaie de faire, c'est de capter une partie de l'économie réelle et de la valeur qui est créée au niveau de l'économie réelle. Et donc, plutôt que d'investir dans les marchés cotés, je vais acheter des produits qui sont non cotés. Et donc, la magie du produit non coté, du private equity, c'est non seulement de donner une exposition au marché, effectivement, à l'économie réelle, mais aussi et surtout pour beaucoup, le fait qu'il n'y ait pas de valeur liquidative. Et quand il n'y a pas de valeur liquidative, ça ne bouge pas. Et quand ça ne bouge pas, on n'a pas à répondre des évolutions des prix. Et donc, c'est d'une certaine manière, si je fais un comparatif, pour beaucoup, ça a été la possibilité de mettre la poussière sous le tapis. Et c'est d'autant plus facile quand on regarde l'historique des performances du secteur et qu'on se concentre sur les meilleurs performeurs, de se dire, écoutez, acheter du private equity, c'est beaucoup plus performant que les marchés actions. Regardez, le ratio de Sharpe est bien meilleur. Et bien évidemment, on évite d'expliquer que le ratio de Sharpe n'est pas du tout un bon outil dans ce cas-là, parce que la volatilité, elle est complètement factice, et qu'en réalité, on est face à quelque chose qui, c'est juste une autre façon de s'exposer au marché, à l'économie réelle. Elle n'est pas meilleure, elle est différente. Simplement, il faut en comprendre les risques. Et quand on ne comprend pas les risques, quand on achète quelque chose qu'on ne comprend pas, le problème, c'est que c'est généralement au mauvais moment qu'on va réaliser ce sur quoi on est assis. Est-ce que le problème, c'est pas juste simplement qu'en fait, c'est un produit, on sait toujours que la performance, elle est au bout de 10-15 ans, tous les vendeurs de produits, de ces produits-là le disent quand même, en fait. Mais sauf que, est-ce que c'est pas juste simplement, en fait, que c'est pas un produit qui est adapté au marché retail, qui a pas la même psychologie, qui a pas la même capacité à tenir sur le long terme, ces flux de volatilité, finalement? Je pense qu'il y a deux sujets sur notamment les actifs privés. Le premier, c'est par rapport à l'éducation. C'est-à-dire, comme souvent, on est sur des sujets qui peuvent être assez vite techniques, et c'est quand même plus facile de vendre un produit quand on le présente sous son meilleur jour et qu'on oublie de souligner 2-3 points qui potentiellement pourraient chagriner l'investisseur et faire qu'il n'investit pas. Ça, c'est la première chose. Et
Et je pense qu'il y a quand même un sujet à ce niveau-là, qui est le même sujet qu'on a sur les SCPI, qui est le même sujet qu'on a sur le private equity, le private credit, les produits structurés. C'est ce type de produit. Il y a une problématique commune d'éducation avec des discours généralement commerciaux qui sont hyper puissants. Avec un faux semblant et de contrôle des risques. Et il suffit de regarder l'histoire pour se rendre compte que effectivement le contrôle des risques est pas exactement celui qu'on présente. Et en plus de ça, il y a bien souvent le cadre qui est utilisé, qui est celui qui a été développé sur les produits liquides, sur les produits cotés, n'est pas approprié au cadre qui est utilisé pour le private equity. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je pense qu'il y a effectivement, comme tu le dis, un problème qui est plus structurel. C'est-à-dire que non seulement on comprend pas forcément bien, les investisseurs particuliers ne comprennent pas forcément bien les risques auxquels ils s'exposent, mais en plus de ça, on va encapsuler ces risques dans des structures qui sont pas forcément adaptées à leurs habitudes, à leurs besoins, à leur capacité aussi à prendre un certain nombre de risques. Et donc c'est effectivement un sujet et ça c'est des discussions qu'on a aujourd'hui, des discussions de place où il y a même parmi les investisseurs professionnels et même parmi les très grosses institutions, il y a à mon avis une incompréhension du risque de liquidité, et notamment l'idée que beaucoup ont, y compris chez les assureurs, qui est de dire finalement la liquidité du marché, c'est quoi? C'est la capacité à récupérer du cash. Donc si moi demain je vends des SCPI, donc de l'immobilier ou du private equity, et que un client veut sortir la semaine prochaine, bon si le marché est prêt à m'acheter la position à moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%, le produit est réputé liquide puisque j'ai pu récupérer du cash. Et l'erreur qu'ils font, à mon avis, à ce niveau-là, c'est exactement la même erreur que quand on essaie d'évaluer un risque et qu'on prend uniquement en compte la probabilité d'occurrence du risque. Et qu'on oublie complètement l'amplitude et les conséquences du risque. Je dis, j'ai 5% de chance d'avoir tort, je vais pas avoir exactement la même attitude si on me dit que dans les 5% où j'ai tort, je meurs, ou dans les 5% où j'ai tort, j'attrape un rhume. C'est pas la même chose. Bon, et ben là, c'est un peu la même chose. Ils oublient d'une certaine manière complètement les conséquences sur le prix, puisqu'en fait, la variable d'ajustement dans ces cas-là, ça va être le prix. Et certes, en 2008, on l'a vu. Encore il y a quelques jours, j'entendais quelqu'un me dire les produits structurés, c'est liquide. Regarde, même en 2008, on a pu sortir. Et je lui dis oui, c'est vrai. On a pu sortir. À partir du moment où on acceptait qu'on perde 80, 85, 90% du prix, on a pu récupérer du cash. Moi, j'estime que c'est pas ça la liquidité, et que bon, après, si les investisseurs se satisfaisent de ça. Tant mieux pour ceux qui distribuent les produits, mais c'est du coup un problème qu'on retrouve d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est intéressant d'observer même le développement des produits LTIF qui sont censés répondre aux problèmes de liquidité, mais qui en réalité c'est plus une stratégie même pas de contournement, on repousse d'une certaine manière le problème. On est simplement en train de dire on va obliger les investisseurs à avoir un peu plus de cash, on va mettre quelques garde-fous sur la liquidité, mais en réalité le problème restera le même. On ne peut pas créer ex nihilo de la liquidité. Voilà. On peut faciliter. Il y a une confusion qui est souvent faite, c'est entre accessibilité et liquidité. Typiquement, quand on avait, toi qui fais beaucoup d'immobilier, il y a notamment, comme tu le sais, on a tokenisé de l'immobilier. Et j'entendais beaucoup d'investisseurs dire, on a tokenisé de l'immobilier, on rend liquide de l'immobilier. En réalité, on rend pas liquide de l'immobilier. On facilite l'accès des investisseurs à de l'immobilier. En revanche, la liquidité, la vraie liquidité, c'est-à-dire la liquidité qu'on va récupérer au moment où on en aura besoin, sachant qu'on est tous pareils, on a les mêmes informations, on est câblé de la même manière, et donc on aura tous tendance à sortir en même moment. Donc la question, c'est quand tout le monde devra sortir, est-ce que je pourrai sortir? Et c'est ce qu'ont découvert les investisseurs avec les SCPI. Enfin, je veux dire, il y a pas besoin d'être sorti de la cuisse de Jupiter pour se rendre compte que si tout le monde veut sortir, personne ne sera en face. Il n'y a pas de trade. Et justement, alors par rapport à la liquidité, on voit là on voit les titres des journaux, notamment aux US ou
en Angleterre par rapport aux fonds de crédit qui font face à une masse massive, à des demandes massives des clients de sortir leurs fonds parce que les sous-jacents notamment qu'on attribue à la private equity à des boîtes de software, etc., qui vont se faire disrupter par l'IA. Donc la tendance sous-jacente, c'est de te dire ça va pas sous-performer, donc moi je veux retirer mes fonds. Donc il y a des massifs, des demandes massives de sortie de fonds. À côté de ça, tu parlais de 2008, on est quand même face à un système un peu qui est à bout de souffle. On a injecté massivement des liquidités dans le système. Il y a eu de la création, de la sophistication financière, qui est un euphémisme qui, en général, c'est jamais très bon, ce genre de terme. Pour en revenir à ce que tu disais, la finance doit financer du réel. Il y a quand même un air de déjà-vu par rapport à 2008, par rapport au fait qu'on a aussi en plus une inflation qui va venir à cause de la crise au Moyen-Orient actuellement, qui va réduire la marge de manœuvre par rapport au taux. Enfin, il y a un peu toute une conjonction qui fait on arrive quand même à un moment où ça sent quand même pas très bon. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu vois d'un point de vue systémique les mêmes conséquences qu'on a connues en 2007-2008, ou est-ce que tu vois il y a différence, et en tant qu'investisseur, comment on fait, quoi? Alors, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a tout un tas de choses qui nous font penser à des crises précédentes. Et on a exactement, la mécanique est toujours la même, en fait, dans les crises. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est que la mécanique est toujours la même, mais parce que on prend pas le soin d'analyser le passé. Comme le dit Santayana, ceux qui ne se rappellent pas le passé sont condamnés à le répéter. Et donc, on répète encore et toujours les mêmes erreurs. C'est toujours le même, le scénario est toujours le même, ça commence toujours pareil, ça finit toujours pareil. En revanche, effectivement, entre les deux, la façon ou les secteurs sur lesquels ça va se déployer va être différent. Mais ça commence toujours pareil, ça finit toujours pareil. Ceci étant, et je reviendrai après dessus, mais je pense malgré tout que les conséquences qu'on peut attendre sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a eues en 2008. Mais pour ce qui est des similitudes avec les crises précédentes, en fait, ce qui se passe, c'est que de façon générale, notre système socio-économique, il y a tout un tas de ce qu'on appelle des forces homéostatiques, c'est-à-dire tout un tas de forces de rappel qui vont faire que quand il y a une dérive à droite, une dérive à gauche, on va essayer de ramener un peu dans les clous le système pour que le système reste plus ou moins autour de l'équilibre. Donc ça fonctionne, disons, en moyenne. Sauf qu'il arrive, et c'est généralement ce qui déclenche le début du scénario dont je parlais à l'instant, de scénario de crise entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va y avoir généralement un choc exogène, extérieur donc au système, qui va venir justement faire que ces forces homéostatiques, ces forces de rappel vont être moins opérantes dans un premier temps, et petit à petit, elles vont devenir inopérantes avec la complicité de tous les agents dans le système. Nous, typiquement, alors c'est vrai qu'on est plutôt incité ces derniers temps à être sur le temps court, mais je pense que on parle de 2008. 2008 a créé un premier choc qui a vraiment été, qui a largement contribué d'ailleurs à la perte de prise avec le réel, qui est d'une certaine manière de dire l'argent, la valeur, c'est assez conceptuel finalement. On peut faire tourner la machine à imprimer le billet autant qu'on veut. On peut utiliser des méthodes non conventionnelles. Finalement, la limite, c'est quoi? C'est la limite. C'est plus la limite physique du monde dans lequel on vit. La limite, c'est l'imagination des gens qui nous dirigent, quoi. Enfin, si je la fais un peu court, mais c'est un peu ça. Et après, on a effectivement un rebond 2009. Tout va bien. On a tellement alimenté le système, comme tu disais, que tous les prix réexplosent. Mais ce qui fait quand même, ça a laissé un petit goût amer à beaucoup investisseurs qui, c'est pour ça que les anglo-saxons parlent du bull market là dans lequel on est, donc le marché haussier qu'on connaît depuis quelques temps, qui est le plus long de l'histoire, mais pour autant un des plus détestés de l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'un de ceux où il y a eu le plus de difficultés à revenir, parce qu'il y a eu ce premier choc de 2008 qui a vraiment été un électrochoc. Électrochoc pour les investisseurs qui derrière ont été vraiment ont eu de plus en plus de difficultés à accepter le fait que le monde puisse être incertain. C'est-à-dire qu'on avait mis de côté, et les banquiers centraux et les régulateurs nous expliquaient qu'ils avaient réussi à finalement rendre le monde stable. Et on a vu que c'était pas si vrai que ça, quoi. Et donc, il y a eu une capacité à prendre du risque, ou du moins à accepter l'incertitude qui a vraiment diminué post-2008. Et derrière, si on fait, j'avance dans le temps, on va avoir de nouveau un épisode en 2019 avec la Covid qui montre que finalement, on peut s'abstraire des mondes du réel, des lois du monde du réel. On peut couper l'économie, l'arrêter quand on le décide, la faire repartir quand on décide, et en la dopant avec des liquidités, boum, ça repart et tout le monde est content parce qu'en fait tout le monde gagne de l'argent.
Ce qu'on a oublié, c'est que typiquement, quand on revient à 2019, moi j'ai commencé à faire des papiers sur la liquidité en 2019 parce que, en réalité, déjà premier semestre 2019, on avait des dizaines et des dizaines de fonds qui suivaient des stratégies qui étaient diverses et variées dans divers pays, qui suspendaient déjà leur liquidité. Et c'est en réalité un choc, encore une fois exogène, qui est celui de la Covid, et derrière des liquidités massives qui ont été injectées, qui font qu'on a mis ça de côté, qu'on est reparti comme en 14, comme si de rien n'était, quoi. Et donc c'est pas un problème nouveau. Et sauf que en fait dans ce processus, on a non seulement appris finalement aux investisseurs qui avaient plus tant à se méfier des baisses, parce qu'en réalité les baisses c'était le fameux buy the dip, c'était une opportunité d'achat. Et on a complètement désensibilisé les gens à la notion de risque parce que finalement on leur a dit les marchés actions tu peux les avoir sans la volatilité, tu vas dans le private equity. Les marchés actions, tu peux avoir leur perf sans prendre les risques à la baisse parce que tu peux avoir des produits structurés et la garantie en capital. Et donc finalement, on s'est dit mais pourquoi prendre du risque ? C'est complètement, enfin, ça n'a pas de sens parce qu'en réalité, quand on y réfléchit, ça voudrait dire que d'une certaine manière, il y a une sorte d'entité, la fameuse main invisible d'Adam Smith, là, qui, parce que serait profondément philanthrope, serait prête à donner aux investisseurs des performances de 8-10% sans aucun risque. Ça ne fait aucun sens. C'est précisément parce qu'il y a des risques qu'il y a cette performance, mais on finit par l'oublier. Et un risque qui ne se matérialise plus, parce qu'on l'oublie, on ne lui accorde plus le même prix. C'est comme une assurance. Demain, tu as ta maison qui brûle, après-demain, tu achètes une assurance et tu es prêt à payer relativement cher pour une assurance contre le feu. T'as plus de feu pendant 20 ans, tu l'achètes plus. Même les plus grands, enfin c'est une erreur que font même les plus grands. CalPERS, par exemple, qui est le plus gros fonds de pension public américain, post-2008, ils se sont rendus compte que la diversification de leur portefeuille, elle avait beau être relativement importante, elle n'était pas suffisante pour faire face à des crises comme celle qu'on a connues en 2008. Donc ils sont allés chercher des fonds qui faisaient ce qu'on appelle du tail risk hedging, donc des fonds des fonds d'assurance quelque part qui leur permettaient dans des cas extrêmes de faire de la performance. Pendant 10 ans, ils ont tous les ans perdu de l'argent parce que c'est une prime d'assurance, ça coûte, faut payer quoi. Ça leur coûtait à peu près 30 millions par an et ils ont vendu ce produit en janvier 2020 parce qu'ils ont conclu que finalement ça servait à rien. Et pourquoi ils ont conclu ça ? Parce que ça faisait 10 ans qu'ils payaient et surtout les personnes qui avaient pris la décision il y a 10 ans n'étaient plus autour de la table. Et 2 mois plus tard, en mars, le fonds fait 3000% ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est un peu le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'on oublie petit à petit qu'il y a des risques. En plus de ça, on rajoute à ce choc exogène qui disrupte un peu le marché, le fait que à la suite des injections de liquidités, les prix montent et donc ceux qui investissent forcément sont des génies quoi. Et ceux qui investissent pas, ils se disent moi aussi j'aimerais bien participer à la danse. Et donc petit à petit, on va faire rentrer dans la danse des gens qui sont de moins en moins prêts à prendre des risques, qui vont prendre parce qu'en fait ils réalisent pas ce qu'ils sont en train de prendre comme risque. Et donc ça c'est un processus qui se fait sur le temps long. Et en plus de ça, généralement il y a un autre phénomène qui est toujours la même chose, c'est une promesse d'un nouveau monde qui fait croire que les règles du monde passé ne s'appliquent plus, que l'orthodoxie financière c'est quelque chose du passé et que par conséquent on peut faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Et donc là c'est typiquement les cryptos, l'IA sont autant de choses qui font que ce qui n'était pas possible devient bien évidemment possible et que quand on fait du 10 000% en 6 mois, c'est bien évidemment quelque chose qui est tout à fait normal. On s'approche donc du coup d'une crise un peu. Tu parlais déjà de ça un peu il y a 2 ans, mais là on s'y approche forcément un peu plus. Comment réagir en tant qu'investisseur aujourd'hui par rapport aux événements qui arrivent aujourd'hui que tu vois se venir sur le marché? Comment est-ce qu'on se prépare ouais. Comment on réagit? Alors la façon peut-être pour imaginer un peu les choses, la façon dont on parle de crise, là c'est ça qui est intéressant et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est qu'on crée petit à petit les conditions pour que le système connaisse effectivement une crise. Et comme je le disais, en fait, le point de départ des crises est toujours le même. Disruption, exogène, machin, paf. Et la fin est toujours la même. La fin, elle surprend tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde était tellement persuadé de son coup que finalement, il s'enrichissait qu'en réalité, tout le monde est surpris. Et parce que tout le monde est surpris, ça se fait de façon non ordonnée. Voilà.
Ça, c'est le premier point. En revanche, c'est pas parce que des actifs sont plus chers aujourd'hui qu'hier que demain forcément va y avoir la crise, et c'est pas parce que les conditions petit à petit sont en place pour qu'il y ait une crise que demain il y aura une crise. C'est-à-dire que c'est comme de la paille. Si je mets de la paille, si je jette dessus une allumette, ça va prendre feu. Mais tant qu'il n'y a pas d'allumette, le feu ne prendra pas. La difficulté, c'est que sur les marchés, on ne sait jamais d'où viendra l'allumette. Donc ça, c'est la première chose. Tout à l'heure, je te disais, le scénario, la mécanique qu'on trouve aujourd'hui, c'est assez proche de celle qu'on voit effectivement dans toutes les crises. En revanche, il y a quand même des différences. Et d'ailleurs, au passage, sur le point que je mentionnais tout à l'heure, enfin à l'instant, en 96, Alan Greenspan fait son speech où il parle pour la première fois d'exubérance irrationnelle, où il dit que les marchés sont en train de devenir fous. Derrière, il faut attendre 2000 pour que effectivement le marché corrige, et les investisseurs qui sont sortis avant sont passés à côté de l'essentiel de la performance. Donc c'est pour ça que la situation aujourd'hui pour les investisseurs est pas forcément simple, parce que on est dans un moment où il faut être vigilant, mais pas forcément frileux. Donc c'est effectivement la question que tu posais, c'est comment on réagit face à ça. Alors, j'ai dressé un portrait assez inquiétant sur ce qu'on est en train de construire. Il y a quand même des différences par rapport à 2008. La première, c'est que les banques sont pas tout à fait dans le même état aujourd'hui qu'elles l'étaient en 2008. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est une résultante de la crise, la réglementation notamment, a fait que on a alors c'est un barbarisme, mais on a fondisé tout un tas d'activités. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'activités qui, en 2008, étaient réalisées par les banques directement, et qui ont été externalisés, encapsulés dans des fonds, ce qui fait que, à la différence de 2008, un des éléments majeurs de la crise de 2008, c'est pas tant la quantité de risques qu'il y avait, qui était dans le marché et qui était effectivement dangereuse, mais c'était pas tant la qualité que le fait qu'en 2008, personne ne savait qui était assis sur des risques qui étaient vraiment toxiques. Et ne sachant pas qui avait quoi, en fait, tout s'est arrêté parce que plus personne ne voulait traiter avec les autres banques, parce qu'on se disait peut-être que l'autre banque face à laquelle je suis, c'est la prochaine banque qui va tomber. Et si c'est la prochaine, moi, je vais me retrouver par l'effet des dominos dans le dur si jamais je traite avec eux. Et le vrai problème, c'est fondamentalement en 2008, c'est que non seulement on avait des risques qu'on comprenait pas bien, mais en plus on savait pas où est-ce qu'on les avait dispatchés dans le marché. Ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Les dettes, tu crois que les dettes justement des sociétés qui sont en proie à beaucoup de retrait en ce moment, notamment private credit, private equity, tu crois que c'est radicalement différent? On sait exactement ce qu'ils ont. En fait, c'est plus transparent qu'en 2008. Ouais. Alors c'est pas aussi simple que ça. Comme souvent, il y a toujours un peu une zone grise. Notamment la zone grise, c'est le fait que le sujet est pas complètement cantonné dans les fonds, ne serait-ce que parce que on l'avait déjà vu avec le private equity. En réalité, les fonds de private equity investissaient dans des entreprises non cotées. Donc a priori, les banques ne sont pas dedans, sauf que on va retrouver des expositions pour les banques au travers des positions qu'ils peuvent avoir dans le private equity. Bon, ça c'est pas forcément là où c'est le plus compliqué à suivre, et c'est pas forcément là où il y a le sujet. En revanche, il y a eu tout un tas d'autres interactions entre les banques, et les banques qui sont encore une fois le centre névralgique du système tel qu'il est construit aujourd'hui, parce que le financement passe encore beaucoup par les banques. Et que si les banques s'arrêtent et ne financent plus, ça arrête complètement le système. Et donc c'est ça qui fait que les banques ont cette position systémique, quoi. Ceci étant, moi je mettrais quand même un bémol. On a des sorties importantes, mais qui sont pas encore des sorties massives. Et c'est justement là, on rentre dans l'étape d'après. On dit souvent que dans le marché, dans un système, l'essentiel des pertes qu'on va avoir sont pas tant liées aux différents chocs exogènes qu'on va connaître, qu'à la réaction que vont avoir les agents dans le système aux chocs exogènes. Hein, on le voit à chaque fois, on a généralement une première, petit à petit on intègre l'information qu'il y a eu une mauvaise nouvelle, on va avoir effectivement des pertes, et la chute véritablement, c'est dans un second temps, non plus quand il y a plus de vendeurs, mais quand il y a plus du tout d'acheteurs. Et c'est là où on a un crack. Là, on n'est pas du tout dans ces circonstances, on n'est pas du tout là. On est effectivement avec plus de gens qui veulent vendre leur position dans des fonds. Et à mon avis, il y a eu aussi une incompréhension, c'est-à-dire que le régulateur, au cours des dernières années, il a fortement incité les sociétés de gestion, dans toutes les classes d'actifs, à intégrer ce qu'on appelle des outils de gestion de la liquidité.
Et donc là, quand on entend parler de gate qui s'active, quand on entend parler d'un certain nombre de mécanismes qui sont utilisés pour justement faire face à la liquidité, c'est en partie la conséquence de ce que le régulateur a petit à petit essayé de pousser, c'est-à-dire de dire ces outils qui étaient historiquement des outils à n'activer qu'en cas extrême, ils doivent devenir des outils qu'on utilise de façon générale. Et donc quand on fait appel à des outils qui historiquement étaient des outils qu'on utilisait uniquement dans les cas extrêmes et que ça nous rappelle un peu 2008, mais qu'aujourd'hui on l'utilise de façon un peu plus early, donc un peu plus préventive, on n'est pas du tout dans la même. Sauf que psychologiquement, le risque c'est de créer effectivement un phénomène de peur qui va là faire en sorte que plus de gens vont arriver. Mais là où c'est fondamentalement différent à mon avis, surtout quand on a souvent dans les crises, on arrive souvent à la conclusion que on a des gains qui sont privatisés et derrière les pertes elles sont socialisées. C'est-à-dire que va y avoir un certain nombre de spéculateurs qui vont faire fortune et derrière c'est le grand public au travers des pouvoirs publics qui va finalement renflouer le système. Là, la différence par rapport à 2008, c'est que ce sont pas directement les banques qui sont face au problème, ce sont des structures qui ont bien été cantonnées avec des investisseurs privés qui sont dedans. Et le risque pour les investisseurs, c'est d'avoir cette fois-ci à assumer une plus grande partie des risques qu'ils ont pris, quoi. Et donc de perdre plus que ce qu'ils ont pris. C'est ça le risque. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait vraiment la partie éducative en amont qui était essentielle. Parce que quand je te fais rentrer, moi, dans du private equity ou du private credit et que j'utilise les performances passées comme un indicateur, je suis juste en train de te dire, mais en fait, c'est comme quand on regarde le Bitcoin et qu'on dit, bah, regarde, le Bitcoin, ça a été une histoire incroyable. Ben, on en parle précisément parce que c'est une histoire incroyable. On parle pas des 99,99 autres coins qui ont pas connu le même destin. Et donc là, aujourd'hui, on a fait rentrer des gens sur des logiques et sur des risques qui sont pas forcément les leurs, quoi. Et quand on parle de liquidité, c'est comme quand tu vois un client et que tu lui dis, bon, on est d'accord que vous n'êtes prêt, que vous n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Ça, au moment où on a vendu de façon forcément, on a bien habillé la mariée, on a donné tous les éléments qui donnaient envie d'investir. Forcément, le client à ce moment-là, il a qu'une chose envie, c'est d'investir et pas de penser au fait qu'il va perdre de l'argent. Et quand il perd de l'argent, il réalise ce qu'il a fait. Et là, d'une certaine manière, on a fait ça sur tout un tas d'actifs. C'est-à-dire que on a fait comme souvent dans beaucoup de crises. En fait, comme je le disais, il y a cet espoir d'un nouveau monde. Et souvent, quand les perfs commencent à être bonnes, que de plus en plus de gens commencent à faire de l'argent, il y a souvent un côté un peu populiste qui est de dire, on va enfin permettre aux petits porteurs d'accéder à ce qu'a fait la richesse des grandes fortunes. Ouais, C'est bien sûr, systématique. ouais, Et donc, on va arriver, on va te dire, bah, regardez, le private equity, c'est absolument incroyable. Regardez toutes les grandes fortunes, elles en ont 30%, c'est à votre tour de croquer. Et on oublie de dire que c'est un business qui est pas du tout le même que les actions classiques, qu'en réalité, on va pas du tout les faire rentrer dans ceux véritablement dans lesquels ces fameuses grandes fortunes ont investi et qui leur ont fait gagner de l'argent, et qu'on va rentrer de plus en plus dans des choses qui vont être dégradées avec des risques qui vont être de plus en plus importants. Ouais. D'un point de vue investisseur qui nous écoute du coup et qui se disent bon, ce que j'entends c'est que finalement d'un point de vue systémique, d'abord c'est plutôt sain cette année, par rapport à 2008, cette phase du cycle parce que les pertes entre guillemets vont être absorbées un peu plus par l'investisseur privé, bon malheureusement, mais en même temps il y a eu tellement de liquidités injectées que on espère qu'il a quand même fait réussi à ça a pas complètement le plumer, ce qui peut là je parle de point de vue systémique, hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont perdre de l'argent malheureusement et que ça va être un peu dur, mais en tout cas les pouvoirs publics vont pas mettre en place des systèmes comme ils l'ont fait pour sauver les banques, parce qu'on est sur un régime, enfin c'est l'investisseur privé dont il s'agit ici, donc il pourrait absorber la perte, qui fait que d'un point de vue systémique, encore une fois, il n'y ait pas de l'effet 2008 et que ça fasse pas des pertes ensuite en cascade. Mais par contre, l'investisseur aujourd'hui qui se retrouve face à dans ce marché, donc tu disais il faut être beaucoup plus précautionneux, faire attention à ce qu'on fait. Quelles sont les on va dire les bonnes pratiques que tu pourrais donner, que tu trouves qui sont pertinentes pour un investisseur sur un marché comme lequel on se trouve aujourd'hui justement? Je pense que le premier, et ça on n'est pas forcément bien armé, en tout cas pour le moment en France sur ça, c'est vraiment de prendre ses responsabilités.
C'est-à-dire que de faire l'hypothèse, comme ça a été souvent le cas, que les pouvoirs publics, comme on l'a dit, vont venir forcément à la rescousse et vont éponger toutes les dettes, toutes les pertes, ou que la réglementation va permettre d'éviter qu'à un moment, effectivement, qu'on prenne un peu le bouillon. Ça, je pense que c'est illusoire. Donc, il faut vraiment prendre les choses en main. Et si je reviens à mon analogie tout à l'heure où je parlais du marché où il y a ceux qui savent, qui ne savent pas, il y a ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas, et surtout les troisièmes qui savent, qui ne savent pas, mais qui n'ont pas intérêt à se comporter comme tel. L'enjeu pour les investisseurs, c'est de développer leur capacité de protection dans ce type d'environnement. C'est-à-dire que c'est à eux, à un moment, de prendre les choses en main pour faire en sorte que ils n'achètent que des choses qu'ils comprennent. Et ça a l'air trivial, mais c'est tout sauf trivial. Aujourd'hui, il y a un paquet de personnes à qui tu peux demander s'ils comprennent les produits structurés, qui vont te dire, moi j'en fais depuis 10 ans, bien sûr que je comprends, mais en fait qui n'ont absolument pas compris. Mais parce que depuis 10 ans ça marche, forcément, petit à petit, on croit que ça marche. Donc la seule chose, c'est vraiment de prendre les choses en main. Et la première, c'est encore une fois d'être curieux et de s'interroger sur ce qui s'est passé dans le passé. Encore une fois, l'histoire se répète. Pour simplement identifier les signes avant-coureurs quand on est effectivement dans un marché un peu euphorique où tout monte, où on commence à avoir des promesses d'un nouveau monde, où on commence à nous donner accès à des nouvelles formes, à de l'innovation financière. C'est un certain nombre d'éléments qui doivent nous laisser penser que, encore une fois, faut être terre à terre. Hein. Dans un monde où on pense que l'économie va croître, disons, pour faire simple, à autour de 3%, si je fais tous les ans 10, 15, 20%, faut que je me pose la question, d'où ils viennent ces 10, 15, 20%? Est-ce que je suis en train d'hypothéquer le futur, ce qui a pas mal été le cas dernièrement, ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de jouer sur quelque chose où il y a de bonnes raisons que ça gagne? Est-ce que tu crois qu'on a les moyens du coup de savoir qu'on ne sait pas. Enfin, est-ce que tu crois qu'on a les moyens aujourd'hui de faire ça, d'être un peu plus avisé, de savoir dans quoi on investit? Tu vois, moi, on en disait en off, hein, je suis plutôt beaucoup plugué dans l'immobilier, en ce moment. Enfin, c'est mon activité principale et c'est un actif sur lequel on peut vraiment avoir un contrôle. On sait, voilà, qu'il y a un besoin de logement. Enfin, c'est assez basique et du coup, on sait dans quoi on investit quand on va dedans. On sait les risques qu'on prend aussi quand on va dedans. Est-ce que sur les marchés financiers, on peut aussi savoir dans quoi on investit? Est-ce qu'on peut, avec les informations qu'on a, parce que le régulateur, il veut toujours qu'il y ait plus de transparence, mais il faut aussi que derrière, il y ait quelqu'un qui puisse interpréter les données et les comprendre. Donc, il y a les DIC, il y a des trucs imbitables que personne ne lit. Tu vois, est-ce que du coup, dans ce monde-là, on est capable, en tant qu'investisseur, de pouvoir comprendre dans quoi on investit? On peut pas tout comprendre, ça c'est clair. Non, c'est pour ça que tout à l'heure, en préambule, je parlais notamment du rôle des gérants d'actifs. Et je pense que l'avenir du gérant d'actifs est pas le même que son passé. C'est-à-dire que historiquement, un gérant d'actifs, il gérait des fonds. Aujourd'hui, la technologie permet de façon beaucoup plus flexible aux investisseurs de construire finalement, de s'exposer à tout un tas de choses. Donc l'enjeu est plus tant de leur permettre de s'exposer, mais c'est plutôt de faire en sorte qu'ils soient pas eux-mêmes leur propre ennemi. C'est-à-dire là, on a souvent tendance à dire que l'investisseur est son pire ennemi. C'est-à-dire que les biais psychologiques et comportementaux vont lui coûter vraiment très cher. Et je pense que c'est aujourd'hui plus vrai que jamais. C'est-à-dire que quand on a tous dans notre poche avec notre téléphone la capacité à l'instant T d'acheter ou de vendre un peu tout et n'importe quoi en 2 clics, on est en plein dans les esprits animaux et compagnie. Donc en réalité, je pense que l'enjeu dans ces cas-là est pas un enjeu technique. Je pense qu'à 80%, le travail de l'investisseur particulier, c'est un travail qui est personnel. C'est quand on parle de finance personnelle, effectivement, on entend surtout finance, on voit des maths. En réalité, à mon sens, c'est vraiment 80% de travail sur soi et de préparation mentale, si je peux dire, et 20% de technique. Les 20% de technique, ils sont pas là pour faire, et c'est probablement l'erreur que font beaucoup, les 20% techniques, ils sont pas là pour tout faire parfaitement. Ils sont là pour éviter de faire les grosses erreurs. Je veux dire, on est dans un monde qui est tellement incertain que même les meilleurs gérants du monde, ils se trompent à longueur de journée. Donc l'enjeu, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de faire parfaitement les choses. L'enjeu, c'est de faire, mais quand on fait, de pas faire les erreurs fatales qui font que demain, on sera à genoux. Et donc ça change complètement la perspective. C'est la plaisanterie que faisait Charlie Munger, l'acolyte de Warren Buffett, qui
qui disait quand on fait face à un problème d'une grande complexité, sa stratégie c'était en anglais invert, always invert, toujours inverser le problème. Et pour plaisanter, il disait dites-moi où et quand je vais mourir et je ferai en sorte de pas m'y trouver. Bon, pour les investissements, c'est un peu la même chose. C'est quels sont les risques qui peuvent me mettre à terre? Quelles sont les choses qu'il faut absolument que j'évite? Quand j'entendais, alors maintenant on l'entend moins, mais quand pendant un moment j'entendais des gens dire sur la crypto, non, je vais plus sur le Bitcoin parce qu'en fait c'est vraiment trop mou. Moi, je vais faire du levier x50, x100. Là, on est très clairement dans des choses qui peuvent assez rapidement mettre à terre quelqu'un. Donc éviter les choses les choses qui peuvent mettre à terre et se concentrer sur les choses qu'on peut plus facilement maîtriser. Et donc je pense que la première chose quand on est dans la situation dans laquelle on est, déjà c'est encore une fois de se documenter sur le passé pour voir que ça se passe quand même souvent de la même manière. Et que le vrai problème dans ces cas-là, c'est souvent la psychologie individuelle qui derrière crée des dynamiques collectives qui envoient le système à terre. Donc se protéger contre ses propres travers, c'est déjà un premier travail. Et que pour faire ça, il y a en fait, à mon avis, la première chose à faire, et c'est marrant parce que les Américains dans la littérature, quand on lit la littérature sur les finances personnelles, ils investissent beaucoup plus sur la dimension psychologique, le mindset. Et c'est vrai que quand on le lit en tant que Français, au premier abord, on se dit c'est quand même beaucoup de flûte, quoi. Mais il y a quand même un point qui est absolument essentiel, c'est pour reprendre un terme marketing anglais, c'est à mon avis la première chose à faire et qui est beaucoup moins pipeau que ce qu'on pourrait croire au premier abord, c'est d'être clair, de bien définir son why, sa raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on investit? Et en fait de bien comprendre son projet de vie et de comprendre le rôle que va jouer l'investissement dans le financement de ce projet de vie. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est pas quand on est dans la tourmente, quand on est dans le dur, qu'on va être capable de prendre le recul et de se rappeler des raisons pour lesquelles on est là. Et donc la première chose qu'on va faire si on sait pas pourquoi on y est, c'est de prendre la fuite. Et alors là, c'est la recette absolue pour vraiment tout perdre. C'est-à-dire que on aura capté généralement une petite partie de la hausse seulement parce qu'on a pris le train un peu tard et on va sortir au plus bas et donc on cristallisera les pertes et jamais plus on reviendra. Et donc ça a l'air de rien, mais c'est absolument essentiel. Savoir pourquoi on le fait. Et encore une fois, c'est comme le font d'ailleurs de plus en plus les conseillers en gestion de patrimoine. Ils ont des approches en ligne de vie où ils vont avoir, ou le goal-based investing, donc dont on parle de plus en plus. C'est en réalité l'investissement. Il n'est pas là pour spéculer au sens loup de Wall Street. Je veux devenir riche. Il est là pour pouvoir financer son projet de vie. Donc ça veut dire quoi? On a des besoins, on a des envies, on a parfois des aspirations à court, à moyen, à long terme. Et donc il faut les comprendre et mettre en place un plan pour y arriver. Ça, c'est la première chose qui me semble absolument essentielle. Et après, il y a un travail important à faire sur une autre dimension qui, je pense, est encore fortement sous-estimée, qui est de travailler sur son rapport au risque. Et ça, pour le coup, en France, on n'est pas du tout armé pour ça, ne serait-ce que parce que tout est fait dans la société pour essayer de gommer au maximum les effets de l'incertitude du monde, quoi. Et donc la première chose, et il y a trois dimensions au risque. Il y a trois dimensions. La première, et qui est liée directement à ce que je disais à l'instant sur son projet de vie et comment on va le financer, c'est déjà de comprendre quels sont ses besoins. Pourquoi c'est important? Et ses besoins en termes de capacité de risque à prendre. Encore une fois, l'idée sous-jacente, c'est que la performance et le risque sont les deux côtés d'une même pièce. Et donc, si je veux avoir plus de performance, il faut que j'accepte plus de risques. Et d'ailleurs, je l'ai pas encore dit, mais c'est une des phrases que je place tout le temps parce que je pense que c'est absolument essentiel pour répondre à ta question, de savoir quand est-ce qu'il y a un loup. C'est la phrase de Lavoisier qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand il y a un placement qui présente des performances qui sont stellaires par rapport à ce qui se fait ailleurs, se poser des questions du pourquoi il y a eu ces perfs et s'il y a véritablement eu ces perfs, ce qui arrive parfois. C'est de voir dans quelle mesure c'était de la chance et dans quelle mesure on peut espérer que ce soit répétable. Aparté, je ferme la parenthèse. Donc la première chose, c'est de savoir quelle est la quantité de risque dont j'ai besoin pour pouvoir financer le projet de vie que j'ai défini juste avant.
Pourquoi? Parce que ça permet déjà d'éviter le fameux ce qu'on voit parfois sur YouTube, en mettant 10 euros par mois, je serai millionnaire à je sais pas quel âge. Simplement de voir en posant les chiffres qu'il y a des choses qui vont pas, quoi. Ouais. Et que ça amène parfois à faire des hypothèses qui n'ont absolument aucun sens. Donc ça, c'est pour juste mettre les pieds sur terre, de voir, compte tenu de mon projet, quels sont les risques qu'il faut que je prenne. La deuxième chose, c'est je dois prendre ces risques si je veux financer, mais est-ce que je suis en mesure de les accepter, ces risques? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, je peux, c'est bon, moi les risques, il y a pas de problème. Si le marché baisse de 5%, je suis à l'aise. Le marché baisse de 10%, je suis à l'aise. Mais la question, c'est qu'on sait très bien qu'on va avoir des épisodes où le marché, il va perdre 20, il va perdre 30, potentiellement 40. Si on regarde les statistiques, avec la durée, l'allongement de la durée de vie et le fait que probablement on va tous être amenés de façon plus ou moins directe à avoir recours à la capitalisation pour financer la retraite dans un premier temps et plus encore la dépendance pour le 4e âge. Ça fait qu'on va avoir beaucoup de temps pendant lequel on va être potentiellement investi. Donc en fait, il y a une certitude. Si ce qu'on a connu dans l'histoire devait se répéter, c'est-à-dire que si on devait avoir autant de crises que dans l'histoire, et je pense que c'est un pari qui est pas trop audacieux que de dire on a plutôt tendance à aller vers plus de crises que moins de crises, il faut s'attendre à ce que au cours de notre vie d'investisseur, on connaisse au moins deux épisodes où le marché va perdre 40%. Et ça, c'est important parce que si on a fait rentrer sur un produit un investisseur qui ne peut pas tolérer plus que 20% et qui, au bout de 20%, non seulement il va plus dormir, mais il va prendre des anxiolytiques et il va se mettre à boire et compagnie. Il y a un moment, il faut dire, c'est pas le bon truc. Ouais. Et donc là, lui, il peut pas prendre ça. Donc, sauf que en fait, si je regarde, et c'est ce qu'on avait évoqué la première fois qu'on avait échangé quand je parlais des deux risques moi que je voyais. Le premier, c'était la liquidité. Le deuxième, c'est un biais comportemental qui est un biais de récence et qui est couplé au biais de représentativité. C'est-à-dire de faire l'hypothèse que ce qu'on a connu dans le passé récent est représentatif de ce qu'on peut espérer demain. Et beaucoup de produits ont été créés post-2008 dans un monde qui est tout sauf représentatif d'un monde normal, en fait. C'est un monde dans lequel on a complètement dopé les marchés artificiellement avec des liquidités. Donc attention à des track records qui peuvent montrer des performances où il n'y a pas de risque. C'est pas parce que les risques ne se sont pas exprimés qu'il y en a pas. S'il y a de la perf, on a pris un risque, qu'on le réalise ou pas. Donc, capacité à prendre le risque. Enfin, déjà, combien de risques il faut que je prenne, la capacité à le prendre. Si jamais j'ai pas la capacité à prendre le risque qu'il faut que je prenne pour pouvoir avoir les performances qui me permettront de financer mon projet, il faut que j'ajuste quelque chose. Soit j'ajuste mon projet, soit je travaille sur ma capacité à prendre du risque. Donc, et la troisième dimension, et les trois, c'est la difficulté, c'est que les trois sont à prendre en considération parce qu'elles sont pas toujours alignées. La troisième, c'est est-ce que j'ai envie de prendre ce risque? Parce que je peux avoir pas besoin de prendre du risque parce que j'ai déjà l'argent qu'il me faut. En revanche, je peux avoir la capacité, la tolérance au risque. Et est-ce que si j'ai la capacité, la tolérance à prendre du risque, est-ce que vraiment je veux le prendre? Et donc c'est ces trois dimensions, le fait d'avoir besoin de prendre du risque pour avoir un rendement donné, la capacité de prendre de risque sans se mettre en danger. Parce qu'il y en a certains qui, s'ils perdent 20%, c'est fini, ils vendent la maison et c'est la famille qui explose. Et ça, ce sont des risques qu'on ne peut pas prendre. Et donc, c'est bien évidemment l'analyse de ces trois dimensions au regard du projet de vie qu'on a construit qui doit être cohérente. On arrive à la fin de cette conversation et je reviens toujours à cette question des ressources qui pour toi sont intéressantes. Tu nous avais cité 3 bons bouquins la dernière fois, je me souviens. Dans cette phase aujourd'hui de marché, je sais que tu lis beaucoup aussi, ou même livres ou ressources autres, en fait, vidéos, podcasts ou autres. Qu'est-ce qui pour toi est intéressant de feuilleter, de consulter, de voir, d'écouter pour un investisseur qui rentre dans cette phase de marché par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui? Depuis la dernière fois, j'ai dû lire plus de 100 livres sur le sujet. Bon, il y a quand même à boire et à manger sur le sujet des finances personnelles. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai commencé par me dire tiens, je vois bien qu'il y avait un mouvement qui naissait sur notamment un certain nombre d'influenceurs, de finfluenceurs qui écrivaient leurs livres et je me suis dit pourquoi pas regarder parce qu'en réalité
Nous, notre enjeu, c'est d'avoir de l'impact en tant que gérant. Et si on veut avoir de l'impact, il faut s'adresser aux gens. Et certains influenceurs font un super travail d'éducation et présentent les choses de façon bien plus pertinente que ce qu'on peut voir dans les livres. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'en inspirer. En tout cas, je vais lire. Et c'est vrai que on voit qu'il y a plus de maturité, plus de profondeur, parce que l'historique est là dans la littérature anglo-saxonne que dans la littérature francophone. Et dans les bouquins que moi j'ai beaucoup apprécié, un peu c'est un vieux bouquin, mais la plupart d'ailleurs sont des vieux bouquins. Il y a Bernstein, qui c'est un bouquin qui s'appelle Les 4 piliers de l'investissement, que j'invite vraiment à lire, qui est assez facile à lire, mais d'une très très grande qualité, où justement il va revenir sur des sujets qu'on a évoqués, les marchés, leur histoire, comment ils fonctionnent, ce que peuvent faire les investisseurs. Et les deux auteurs que sur les dernières années que j'ai vraiment le plus apprécié, ça va être William Bernstein, et puis il y a Mark Howard, qui est le gérant d'un hedge fund, qui a écrit notamment un bouquin The Most Important Things, qui est selon lui les choses qui sont importantes à regarder. Pour la petite histoire, ce Mark Howard, c'est un personnage dont Warren Buffett disait, quand je reçois un message de lui, c'est la première chose que je lis le matin avant de me mettre au travail. Donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est c'est pas forcément un livre de chevet, clairement, mais c'est pas non plus très technique, et ça permet vraiment d'avoir une analyse avec beaucoup de recul sur ce que font les meilleurs investisseurs dans le marché, quoi. Voilà deux références. Après, moi, je continue à lire les livres sur la psychologie et sur la finance comportementale, mais ceux que j'avais donnés la dernière fois sont je pense, très bien et faciles d'accès, quoi. Dan Ariely notamment, qui est vraiment très bien, Richard Thaler, et puis j'avais dû mentionner Daniel Kahneman, forcément. Bah super, merci beaucoup parce que ça nous donne encore des trucs à lire, à gérer pour justement préparer pour tout ça. Le meilleur point de contact pour toi, c'est toujours LinkedIn? Ouais, c'est le plus simple. Okay. Ouais, c'est le plus simple. Ok. Bon bah top, merci beaucoup. On verra si le futur, effectivement, ce que le futur nous réserve, mais en tout cas, on se prépare mieux, et si on kiffe un petit peu justement se préparer mieux, être meilleur, mieux équipé, bah c'est le moment, quoi. C'est le moment. C'est ouais, exactement. Et surtout, l'enjeu, je pense que c'est effectivement de pas abandonner avant d'avoir joué, de rester dans le marché, parce que encore, c'est pas parce qu'il y a des risques qu'il faut pas investir. Faut juste faire en sorte de prendre des risques qu'on comprend mieux et avec lesquels on peut vivre, quoi. Top. Bah merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. À plus. Salut, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié cette conversation, n'hésite pas à réécouter peut-être l'épisode 163, la première apparition de Mathieu sur ce podcast, où il mettait vraiment en lumière les bases de sa thèse d'investissement, de sa philosophie d'investissement, et je pense que c'est un bon complément de la conversation qu'on vient d'avoir aujourd'hui, qui va te donner les fondamentaux. N'hésite pas aussi à m'aider à faire découvrir ce podcast au travers des avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou bien un commentaire sous la vidéo YouTube, ça m'aide énormément également. Bonne découverte à toi et bonne écoute.